un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 28 octobre 2024 et Jean-Louis au micro de Radio Libre en Périgord pour cette nouvelle chronique du groupe Fred Zeller. Je voudrais commencer cette chronique en rappelant un rendez-vous important samedi prochain, 2 novembre, au rassemblement au parc Gamançon à Périgueux à 11h pour la journée mondiale des ADMD. Et je vous propose la lecture du communiqué de l'ADMD d'Ordogne qui dit ceci. Comme nous l'avons fait à plusieurs reprises, nous nous réunirons devant la plaque commémorative de l'ADMD au parc Gamançon à Périgueux à 11h. Cette plaque inaugurée par le maire Michel Moirand voilà près de 10 ans reste d'actualité. Encore et encore, nous sommes là pour rappeler à nos concitoyens que l'on meurt mal en France, que nous voulons que la loi sur la fin de vie soit débattue au Parlement maintenant. Dans l'émission L'événement sur France 2, jeudi 3 octobre, Michel Barnier a confirmé qu'il était bien favorable à reprendre le travail. Citation. Sur le projet de loi sur la fin de vie, là où il a été interrompu, précise-t-il, au moment de la dissolution début juin, survenu alors qu'il était en cours d'examen. Mardi, lors de son discours de politique générale à l'Assemblée nationale, le nouveau chef du gouvernement avait simplement dit vouloir reprendre le dialogue en début d'année prochaine. Si le gouvernement français devait rester sourd à la demande de plus de 90% des Français en faveur d'une loi de liberté, ce sera aux Français de prendre la parole et d'exiger fermement la reprise des travaux afin que le plus rapidement possible, le Parlement vote une loi qui permettra enfin un accès véritablement universel à des soins palliatifs de qualité et ouvrira un nouveau droit, mais ne portera aucune obligation pour personne. Exigeons que cette loi soit débattue au Parlement. Voilà. Donc, je vous invite tous, puisque au niveau de la libre pensée du groupe Fred Zeller, nous sommes particulièrement attachés au combat qui est mené par l'ADMD. Donc, rendez-vous à tout le monde, samedi 2 novembre 2024 à 11h, au parc Gamançon à Périgueux. Voici. Donc, c'était le point par lequel je voulais absolument commencer cette chronique. J'en viens maintenant à donner une information sur le développement de ce qui se passe dans le département de l'Hérault, puisque nous sommes amenés à en parler pratiquement chaque semaine. Donc c'est un communiqué de la Fédération nationale de la libre pensée que je vous propose. La mécanique répressive s'emballe à Montpellier. Après les arrêtés d'interdiction, les injonctions, une plainte du préfet pour diffamation envers un responsable local de la Fédération de l'Hérault de la libre pensée. J'en avais déjà parlé. Depuis des mois, comme d'autres associations, la Fédération des libres penseurs de l'Hérault, FLPH, fait l'objet de la part de l'administration de mesures tendant à lui dénier le droit de s'exprimer publiquement aux fins d'exiger un cessez-le-feu immédiat à Gaza et aujourd'hui au Liban, de manière à empêcher la poursuite des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine, dans la bande de Gaza, à partir du 8 octobre 2023 au moins. Selon les qualifications retenues par le procureur près de la Cour pénale internationale CPI, à l'appui de ses réquisitions du 20 mai 2024 relatives au mandat d'arrêt à délivrer contre messieurs Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, Premier ministre et ministre de la Défense de l'État d'Israël. Dans la dernière période, le préfet de l'Hérault, a ainsi interdit 3 manifestations régulièrement déclarées auprès de l'autorité compétente et ne présentant aucun risque objectif de trouble à l'ordre public. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de motivations parfois plus politiques que juridiques. Il a notamment affirmé sans preuve que les manifestations interdites auraient eu pour objet de soutenir le Hamas, citation de manière directe ou indirecte, a rejeté les recours dont il était saisi. Enfin, le préfet a indiqué, sans en apporter la preuve ni en tirer aucune conséquence sur le plan pénal, qu'auraient été tenus des propos, citation, injurieux envers la communauté juive lors d'une conférence de presse convoquée par 40 organisations.
à 2 reprises. Il a même récemment contesté par écrit à la FLPH, mais également à BDS, le droit de participer à des manifestations pro-palestiniennes déclarées par d'autres organisations et n'ayant donné lieu à aucune interdiction. Pourtant, la liberté d'expression ne se divise pas et la République ne différencie pas les citoyens dès lors qu'ils n'ont pas fait l'objet de la part d'un juge d'une interdiction de manifester. La répression vient de franchir une nouvelle étape. La Fédération nationale de la libre pensée, FNLP, apprend qu'une plainte a été déposée par le préfet contre un responsable de la FLPH qui a été entendu dans le cadre d'une audition libre. Quelle infraction aurait commise ce libre penseur ? Il a eu l'audace de lire publiquement le communiqué de la FNLP dans lequel sont analysées la présence massive à l'audience des référés des partisans inconditionnels en France de la politique de l'État d'Israël, qualifiée de complice des génocidaires. La politique d'interdiction systématique des manifestations par le préfet et la décision du juge des référés comme les signes d'une collusion objective entre ces différents acteurs pour tenter d'imposer le silence à la libre pensée de l'héros. Et donc, je rappelle qu'il y a un appel, qu'il faut signer massivement un appel contre la répression de la libre pensée, donc en particulier dans le département de l'Hérault, et que vous retrouverez ce lien sur les différents médias de la libre pensée, tant au plan national que sur le site du groupe Fred Zeller ou sa page Facebook. Et donc, ce communiqué se termine. En l'espèce, peut-on établir que les propos litigieux dirigés contre une politique répressive constitueraient une diffamation publique du préfet ? Assurément non. La FNLP exige donc que cesse cette répression et que la liberté de s'exprimer et de manifester sans être inquiété soit rétablie dans l'Hérault. Arrêt immédiat des mesures de répression, liberté d'expression, liberté de manifester. Voilà. Donc ça, c'était le point sur ce qui se passe dans le département de l'Hérault et nous ne manquerons pas, au fil de nos chroniques, de vous tenir informés de prochains développements. Alors, maintenant, j'ai relevé finalement un certain nombre de citations de ministres du gouvernement israélien sur ce qui se passe actuellement et on va bien voir quand même que finalement ceci justifie complètement ce que j'ai dit précédemment. Ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, dit, c'est tout récent, « Je veux un État juif qui comprend la Jordanie, le Liban et certaines parties de l'Égypte, de la Syrie, de l'Irak et de l'Arabie saoudite. Selon nos plus grands sages, Jérusalem est destinée à s'étendre jusqu'à Damas. » Fin de citation. Interview de Benjamin Netanyahou sur CNews le 24 octobre. « J'apprécie que votre chaîne combatte pour la liberté. Vous combattez pour la civilisation judéo-chrétienne. Et un peu plus loin, je veux que les Français m'écoutent et m'entendent. Nous ne combattons pas seulement pour nous, mais nous combattons pour vous aussi. C'est une guerre de civilisation contre le barbarisme. » Ce sont des formulations qu'on a déjà entendues et qui ne peuvent que nous inquiéter. La ministre israélienne de l'égalité sociale et de la promotion de la femme, Meir Golan, citation, « Ce dont les Arabes ont besoin aujourd'hui, c'est d'une Nakba. Pas seulement des territoires qui leur sont retirés, mais une Nakba. » Une conférence préparée à la colonisation de Gaza s'est tenue le 21 octobre, à laquelle ont participé un tiers des députés du Likoud, c'est-à-dire du parti de Netanyahou, ainsi que des députés d'autres partis, notamment le parti de Ben Gvir, Otzma Yehudit, le pouvoir juif, et le parti de Smotrich, Mafdal, le parti du sionisme religieux. Lors de cette conférence, le ministre israélien de la Sécurité Itamar Ben-Gvir et le ministre des Finances Bezalel Smotrich ont déclaré que Gaza était la terre d'Israël, appelant à l'implantation de nouvelles colonies. Un responsable du mouvement des colons, Daniela Weiss, a indiqué « Nous sommes venus ici avec un objectif clair. Il s'agit de coloniser toute la bande de Gaza, pas seulement une partie, pas seulement quelques colonies, mais toute la bande de Gaza, du nord au sud. » Fin de citation. Et des citations comme celle-ci, on en a des dizaines et des dizaines, toutes plus graves les unes que les autres. Alors, on comprend parfaitement les propos qu'a pu tenir un député belge récemment devant l'ambassadrice d'Israël qui était au Parlement donc belge venue tenter de justifier la politique du gouvernement de Netanyahou. Écoutons ce député. Je vous ai entendu, Madame l'ambassadrice, mais quel culot de venir ici et de défendre ce que votre armée coloniale est en train de faire
au peuple palestinien et au peuple libanais. Quel culot de venir justifier vos crimes de guerre et vos crimes contre l'humanité. Où est passée votre humanité, Madame l'ambassadrice, pour venir ici justifier ces atrocités? Parce que vous avez montré des vidéos, vous avez vu ça? C'était au camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste, il est brûlé vif ici, parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital, avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les 4 dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Et ça, vous venez le justifier. Est-ce que quand vous tirez sur des enfants, quand vous tuez des enfants, des femmes, est-ce que c'est ceux-là qui vous terrorisent? Aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez des terroristes et que vous luttez contre. Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est pour lutter contre le terrorisme. Quand vos soldats, quand on considère que vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, quand vos soldats exhibent les vêtements des femmes assassinées et qui font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre fièrement et qu'ils sont fiers de tuer des enfants et des femmes, et c'est eux qui le disent, hein, dans des vidéos TikTok, dans des comptes Twitter, ça c'est votre armée la plus morale. Et oui, monsieur de Macht, moi je ne me rabaisserai pas à vos insultes sur l'éducation, ainsi de suite, je vous laisse ces bassesses pour vous, mais par contre, oui, moi je prends parti dans ce conflit, je prends parti pour les opprimés, je prends parti pour le peuple palestinien, et ça vous a tellement agacé que je brandis le drapeau palestinien dans cette commission, je vais le refaire, monsieur de Macht. Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou, même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU. Les autres États, ils quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole. Les autres États quittent la salle parce que vous êtes devenu un État paria et vous osez encore venir ici nous balancer vos salades pour dire que ce que vous faites est justifié. Comment vous pouvez justifier l'injustifiable? Comment vous pouvez justifier le génocide? Comment vous pouvez justifier les crimes de guerre? C'est inacceptable et inadmissible, Madame l'ambassadrice, de venir ici nous raconter ces salades. C'est inacceptable. Et par respect au peuple palestinien, je leur réitère ici tout mon soutien, et je leur demande de pardonner notre pays qui n'est pas à la hauteur de la situation, parce que jusqu'à aujourd'hui, 0 sanction ont été prises contre votre État. Et vous savez, vous avez justifié vos réactions parce qu'on vous a lancé des roquettes. Une autre étude sur les attaques, en jaune, les attaques libanaises, en mauve, les attaques israéliennes. Qui est le terroriste de la région? Vous êtes l'État terroriste et vous avez des comptes à rendre. Et c'est une honte aujourd'hui que vous êtes resté encore impuni, qu'il n'y a aucune sanction contre vous. Je termine par là, Madame la Présidente, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais on est limité par le temps, mais je pense que l'essentiel a été dit. Et surtout, ce qui est encore honteux, qu'il y a encore des porte-voix et des porte-paroles dans ce Parlement qui soutiennent cette politique génocidaire, et ça, c'est inadmissible. Voilà, tout à fait impressionnant, et je dirais un peu frustrant, puisque le député belge brandit à plusieurs reprises des photos et des graphiques, et que bien évidemment, ça passe pas très bien à la radio. Donc, nous remettrons le lien vers cette vidéo
sur nos médias, donc en particulier le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, et la page Facebook du groupe Fred Zeller, pour que vous puissiez prendre connaissance avec également la dimension visuelle. Voilà. Alors, la question de l'extrême droite a été évoquée dans les propos du député belge. C'est une discussion qui revient régulièrement en France. Et la sortie d'un livre de Vincent Tiberge, La droitisation française, mythe et réalité, est l'occasion de se pencher sur cette question. Et je vous propose la lecture d'une analyse de cet ouvrage qui a été réalisé donc par Jean-Marc Schiappa. Ça me semble particulièrement intéressant. Donc voici ce que dit Jean-Marc Schiappa. Ceci n'est pas une note de lecture. Cette dernière doit être incisive et incitative. Elle a pour objet d'inviter le lecteur à prendre connaissance du livre, pas de le déflorer, ni même de donner un avis. Ce n'est pas non plus une note critique. Plus étoffée que la stricte note de lecture, celle-ci engage d'une certaine manière un débat ou une réflexion. La lecture de l'important, très important, ouvrage récent de Vincent Tiberge sur la droitisation en France, conduit à un certain nombre de remarques à la fois rapides et, espérons-le, fondées. Mais cet ouvrage, solide, argumenté, nuancé, complexe, scientifique, érudit, pose tellement de problèmes qu'entamer une note critique reviendrait à la rédaction de plusieurs dizaines de pages et, de fait, détournerait de l'essentiel. Et donc, nous n'aborderons certainement pas toutes les questions abordées dans ce riche travail. Car l'ouvrage rompt violemment, et insistons factuellement, pas un argument qui ne soit pesé et fondé. Donc, car l'ouvrage rompt violemment avec une opinion vulgaire. Il y aurait droitisation de la société en France. À preuve, les élections, les sondages, les comportements, les discours politiques. Trop souvent, la célèbre phrase de Marx et Engels « Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, ce qui compte est de le transformer » est estropiée et fait des marxistes des personnes que l'interprétation, la connaissance du monde environnant indiffère. Bien évidemment, c'est l'inverse qui est vrai, et toute la littérature marxiste proteste contre une telle vision étriquée. Pour transformer le monde, il faut le connaître. En fait, le sociologue, et pourtant, que de prévention avons-nous envers la sociologie ? Le sociologue a fait comme tout le monde. Il a constaté le fossé béant entre les 27 sondages successifs donnant le RN vainqueur aux dernières législatives et les résultats opposés de ces mêmes élections. Mais là où l'observateur superficiel a déduit que les instituts de sondage ont menti, ce qui est quelque part vrai, là où le militant a mis l'accent, justifié, sur la place des réseaux militants, le sociologue, le vrai scientifique qu'est Vincent Tiberge, est parti à l'étude avec une réflexion appuyée, nourrie sur des décennies de réflexions et de travaux, de chiffres et de faits. Cette réflexion ne contredit pas le primaire constat de l'observateur frustre, elle n'invalide pas l'action et la sensation militante, au contraire, elle les conforte en les situant dans une perspective longue. D'ailleurs, plus d'une fois dans l'ouvrage, l'auteur insiste-t-il sur la nécessité d'avoir une vision à long terme et non à courte vue, de dépasser l'éphémère et l'immédiat. Par exemple, ce n'est pas le niveau absolu de l'indice qui compte, mais son évolution dans le temps. C'est à la page 42. Ouvrage complexe, scientifique, et l'auteur s'en excuse car la science a des exigences. Elle ne peut affirmer sans preuve et parfois le produit en devient aride, voire même difficilement lisible pour le profane. Certaines notions ne sont pas évidentes, du moins pour le lecteur simple que je suis, dit donc Jean-Marc Schiappa, puisque c'est lui qui écrit ces quelques lignes. Et c'est aussi une raison pour laquelle il faut éviter une note critique, parce que cette dernière induit une connaissance au moins minimale des méthodes et des outils. Ne pas l'avoir fait ressembler à l'éléphant dans le magasin de porcelaine, autant essayer d'éviter. D'autant que les outils du sociologue et ceux du militant ne sont pas exactement les mêmes, ce qui est normal car ils n'ont pas la même finalité. Le découpage effectué par le sociologue en catégories, en générations, en comportements est incontestablement utile pour une appréhension fine des phénomènes. Il devient inopérant pour le militant qui doit s'adresser à la masse ou à une masse. Et encore, le départ que nous effectuons ici est des plus schématiques puisque, introduisant la nuance et la contradiction, ce qui est incontestablement une force de son travail, Vincent Tiberge montre que la séparation entre générations est parfois artificielle,
Parents, enfants, petits-enfants échangent. Si la jeune génération s'est mobilisée pour la défense des retraites, seuls les commentateurs ont pu écrire qu'elle n'était pas concernée. La réalité est différente. Les petits-enfants défendaient tout simplement leurs grands-parents, ce qui par ailleurs est signe de bonne santé de la société profonde. Sur un autre thème, plus discutable certes, mais au moins aussi significatif, l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, de nombreux élus des deux sexes ont fait part de la pression exercée par leur descendance. Le contrôle des élus, par la base, passe par bien des chemins. Quelle est la thèse centrale de l'ouvrage ? Citation. « Je conteste qu'il y ait droitisation générale et surtout qu'il y ait droitisation par en bas, c'est-à-dire chez les citoyens. » Nous y souscrivons pleinement, totalement, radicalement. C'est l'inversion de cette thèse, de ce que Vincent Tiberge appelle très intelligemment un mythe, qui aboutit à des lectures faussées, volontairement faussées. Par exemple, de l'immense mouvement populaire des Gilets jaunes. Tiberge démythifie et démystifie, pardon pour ce jeu de mots facile, ce qu'expliquent les sondages, ou plus exactement une forme de sondage. Oui, il y a droitisation des médias, de l'offre politique, des instituts de sondage. C'est ici, et ici seulement, qu'il y a droitisation. Mais il n'y a pas droitisation de l'opinion profonde de la société. Comme tout l'ouvrage de Vincent Tiberge est consacré à expliquer cela, nous ne le paraphraserons pas, ce serait l'affadir et l'affaiblir. Il en arrive à écrire des choses bien pesées, bien mûries sur les sondages. D'abord en rappelant ce que l'on oublie bien trop souvent, que les sondages sont un outil scientifique, ou du moins qu'ils peuvent l'être. Ainsi, l'INSEE procède par sondage. L'INSEE est l'institution la plus exigeante. Le sondage n'est pas en soi une vérité. Qui sonde ? Qui est sondé ? Comment ? Quelles questions ? Et un certain nombre d'éléments sur la technique sondagière nous sont livrés, à dire vrai, sans que nous puissions nous prononcer, indépendamment d'une certaine estime envers le spécialiste qui semble connaître son sujet. Et ce faisant, sans le dire, mais quand même, l'auteur prend ses distances avec le manque de technicité de certains sondages. Manque de technicité voulu ? Vincent Tiberge, peut-être en raison d'une prudence liée à sa situation professionnelle, ne dit rien des propriétaires d'instituts de sondage. Il souligne combien offres politiques et citoyens divergent de ce que l'auteur appelle la grande démission des citoyens sur le terrain électoral, mais sur ce terrain seulement. Voilà pourquoi cette divergence entre électeurs et citoyens, cette faille quasi tectonique, qui sur certains points est un peu artificielle et simpliste, même si Thomson rappelait « je simplifie, mais il faut simplifier », est une donnée indispensable. Dans les années 95, de mémoire, Annick Riegel indiquait « l'abstentionniste du dimanche et le gréviste du lundi ». Certes, il y avait une part d'exagération dans l'exposé, mais cette exagération était loin d'être fausse. L'offre politique institutionnelle, celle pour qui le capitalisme est le seul horizon, celle pour qui le Tina thatcherien est l'alpha et l'oméga de toute chose, est maintenant invalide. Pendant des années, elle était invalide en quelque sorte en creux. Voilà pourquoi l'idée de rupture est d'une efficacité rare. Que l'on se comprenne bien, il ne s'agit pas pour l'auteur de ces lignes de faire passer en contrebande tel ou tel appui militant. Je n'ai pas besoin de cela, il s'agit d'un fait. L'idée de rupture est diablement pertinente. Vous n'êtes pas satisfait de ce qu'on vous propose, cela tombe bien. Ce que nous vous proposons n'a absolument rien à voir avec tout ce qui est proposé. On vous propose un produit différent dans la même gamme commerciale. Nous vous proposons de quitter le commerce. La rupture n'est pas de degré ni de produit, elle est de nature. Ce n'est pas avoir 3 paquets de lessive pour le prix d'un, c'est jeter le paquet de linge sale. Et cette idée de rupture contient une stratégie politique, y compris électorale, de rupture. Mais cette stratégie ne vaut rien, ou plus exactement devient une technique de marketing si elle ne découle pas de l'idée quasiment culturelle de la rupture. Il ne faut surtout pas inverser l'ordre des facteurs. Même on peut être élu si on part de l'idée de rupture, mais si on cherche pour être élu, même à Montreuil, la meilleure technique électorale, on est dans un certain cadre de pensée, dans une certaine union, entre guillemets. Ces gens-là veulent bien rompre, mais à condition de ne pas casser la baraque. Et ce type de pudeur vaut également pour les révolutionnaires braillards qui veulent franchir le Rubicon à condition de ne pas avoir à se mouiller les pieds. Voilà pourquoi la très belle image. Nous sommes déjà dans une situation où les partis et les candidats continuent d'animer la scène politique alors même que la salle se vide, est très juste, mais très incomplète.
parce que le public commence à aller dans une autre salle. Et c'est parce qu'il faut habituer à ce mythe de la droitisation qu'il y a une nouvelle donne médiatique. Cette fabrique de l'opinion est investie par le grand capital ou sa fraction la plus réactionnaire, y compris dans l'édition. Poussons ici un paradoxe. Si la société se droitisait ou était droitisée, les capitalistes comme Bolloré ou ses semblables n'auraient pas besoin, par exemple, d'acheter une maison d'édition pour publier Bardella. Bardella le ferait sans aucun problème. Si on veut aller dans les comparaisons historiques, Mein Kampf n'est devenu un succès éditorial qu'après la prise du pouvoir par Hitler et n'a eu aucune importance dans celle-ci. La fabrique de l'opinion ne fabrique, en fait, pas grand-chose. Mais cette grande démission ne passe pas que par les abstentions. Oui, il y a plusieurs nuances d'abstention. Et la question n'est pas de considérer uniquement l'abstention comme synonyme de rejet massif et sans détail, comme c'était le produit d'une réflexion inconsciente, et si on autorise cet oxymore, massive. Un abstentionniste n'est pas nécessairement égal à un autre, et comme le formule pertinemment l'auteur, un abstentionniste est loin d'être un sans-avis. Encore une fois, le sens de la nuance et de l'examen sont des plus utiles. Semblant prendre le contre-pied du marxisme, en réalité l'auteur le valide pleinement. Quand il écrit qu'on ne peut se satisfaire de la lecture simple à partir d'une classe sociale, Vincent Tiberge doit vouloir pour autant que l'on puisse se prononcer, refuser le marxisme. Or, ce dernier n'est pas, contrairement à ce qu'écrivait le pauvre Paul Lafargue, pourtant un des moins inintéressants chefs de la Deuxième Internationale, un déterminisme économique. Les marxistes écrivent toujours que l'explication par la lutte des classes est vraie en dernière instance. Ils ne ferment pas la porte à d'autres explications, géographiques, psychologiques ou physiques par exemple, mais c'est la lutte des classes en dernière instance et en dernière instance seulement qui donne la clé. Ainsi, Plekhanov, qui lui était un des plus inventifs théoriciens de cette internationale, on est loin de Kautsky pour ne pas parler de Van der Velde et encore moins de Gued, développe avec talent dans les questions fondamentales du marxisme que le site marxisme.org vient fort opportunément d'exhumer. Ajoutons que, dans la dernière période, l'abandon par les organisations qui étaient censées représenter la classe prolétarienne de cet objectif n'a pas peu fait pour obscurcir les choses. Qu'une internationale, toujours la deuxième, se disant socialiste et proclamer le capitalisme comme seul horizon indépassable n'est pas rien dans la confusion des compréhensions. À un moment, Vincent Tiberge écrit « Cette grande démission est nourrie par un changement de culture citoyenne, laquelle touche des individus qui ne veulent plus se cantonner au rôle d'électeurs et s'en remettre aux élus. » Combien ces lignes nous ravissent. Nous avons écrit il y a quelques mois une brochure de la collection Arguments de la libre pensée, posant la question rhétorique « Allons-nous vers une nouvelle culture politique ?» Parce qu'à notre sens, nous sommes rentrés dans une nouvelle culture politique. En un mot, une nouvelle génération, cumulant d'ailleurs des strates d'âge différents, est entrée massivement dans le combat politique multiforme, et tout combat politique d'ampleur est un combat multiforme, loin d'une forme de renonciation passée, la grande démission. Encore une remarque. L'auteur écrit « La notion de droitisation est un concept flou ». Nous avons, il y a quelques années, à propos d'un travail de Vincent Payon, écrit que cette formule, déjà utilisée par Payon, d'un concept flou nous étonnait. Ainsi, le jacobinisme est un concept flou, écrit Vincent Payon. Il nous semblait qu'un concept est quelque chose de stable, construction de l'esprit, explicitant un ensemble stable de caractères communs, désigné par un signe verbal, dit l'Académie française. Cela ne vaut que cela, mais il faut s'accorder sur une définition. Et il reste quelques paragraphes à lire que vous pourrez retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, où nous vous indiquerons donc le lien pour avoir accès à la totalité de ce texte, donc rédigé par Jean-Marc Schiappa. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique où nous recevrons Régis Parère, responsable de l'organisation du rassemblement de Jansiou du 11 novembre. À la semaine prochaine. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord.
Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. qui la couvre, elle tient un glaive